Bonjour Victor, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci et toi? Super. Alors déjà, avant tout, merci de nous accueillir dans cet endroit. Non, c'est un plaisir, avec plaisir. D'ailleurs, où est-ce qu'on est? Tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Alors C'est ici, quoi on est cet à endroit? Station F. Donc Station F, c'est un accélérateur de start-up. C'est un écosystème qui regroupe tous les différents acteurs de l'innovation, de la technologie. Donc en France, mais pas seulement, on a beaucoup d'autres entrepreneurs européens qui viennent ici. Donc il y a des entreprises qui sponsorisent, on voit il y a Google, il y a Amazon, etc. Ils offrent en général aux startups beaucoup d'avantages. Par exemple, nous, à l'époque où on était ici dans le développement, Amazon nous offrait 15 000 $ de frais de serveur d'utilisation gratuite, donc on pouvait délivrer ce type d'avantages à nos clients. Donc Station F, c'est ça. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que c'est un endroit qui est sympa, qui est prestigieux, vous en avez entendu parler. Je vais être franc avec vous, légalement, nous n'avons pas le droit de lier aujourd'hui Arbistar à Station F. C'est Moon Shuttle qui avait une présence dans le passé à Station F. Donc Moon Shuttle, c'est le département technique de recherche et développement de Arbistar. Mais il y a une distinction administrative entre les deux entreprises. Voilà. Donc voilà, si ça répond à ta question. C'est très bien. Formidable. Beaucoup de questions. Ouais, Est-ce que tu es prêt? allez. D'accord. Alors la première d'ordre personnel, peux-tu te présenter s'il te plaît, ton cursus? D'accord, ouais, pas de souci. Donc Victor Franz, donc je suis moi né à Paris. Je suis parti une fois que j'ai eu mon baccalauréat, donc section scientifique. Je suis parti au Royaume-Uni. J'ai fait une préparation là-bas à St. Clair's College. Après, je suis rentré à Oxford Brookes University. J'ai fait du business management et de la finance en bachelor. J'ai fait mon master après à Oxford University, donc un master. Là, j'ai fait un double cursus, computer science et business management. Durant mes études, j'ai monté à l'époque une première start-up avec un ami à moi, étudiant, un Américain. Une start-up qui a été très lucrative en termes d'information, mais pas énormément en termes financiers. On a perdu nos investissements, mais ça a été ma première introduction, si tu veux, dans le secteur de la technologie. Voilà. Donc j'ai été face à ce moment-là à beaucoup de problématiques que rencontrent les jeunes entreprises qui se développent et qui dépendent fortement d'un produit technologique, donc des limitations en général de communication, de compréhension de tout l'aspect technique avec les développeurs, etc. Ça m'a, moi, si tu veux, poussé à vouloir apprendre le développement informatique pur et dur. Donc pas uniquement, si tu veux, la logique qu'aurait un ingénieur ou architecte de système, mais aussi de l'application, de l'écriture des codes, etc. Donc je me suis lancé en parallèle là-dedans, j'ai appris à développer, j'ai commencé par du développement mobile sur iOS notamment, avec des langages tels que Objective-C et Swift, et après j'ai dérivé sur le web, etc. J'ai monté une autre start-up qui m'a amené donc aux États-Unis avec mon associé aujourd'hui de Moon Shuttle, donc Pierre de Conillou. On est parti aux États-Unis, on a été accéléré dans un incubateur, donc un programme un peu comme Station F, mais beaucoup plus petit, mais qui était spécialisé sur des startups qui faisaient du B2B à l'époque. Donc qui s'appelle Tech Wildcatters, c'est au Texas, à Dallas. On est resté là-bas 2 ans. On faisait du NLP, donc Natural Language Processing, c'est de l'intelligence artificielle qui va étudier la sémantique et le sentiment dans le langage écrit. Donc ça va étudier la coordination des mots, la grammaire, etc., le contexte, pour pouvoir en déduire si une phrase a un sentiment positif, négatif, et comprendre un petit peu... Donc, Complètement dans l'IA, quoi. Voilà, exactement. L'IA, c'est d'analyse statisticielle, donc c'est purement d'analyse de données, et là, ça faisait de l'analyse de données sur des mots, en fait, si tu veux. Donc voilà, et on faisait ça parce que nous, on voulait, dans le domaine des ressources humaines, remplacer, tu sais, les enquêtes internes dans les grands groupes, où on demande aux employés comment ils se sentent, la relation avec les collègues, les managers, si les nouveaux produits introduits dans les groupes marchent bien, etc. Donc plutôt que faire des enquêtes internes qui étaient coûteuses, qui prenaient du temps, etc., on agrégeait toutes les données de communication de l'entreprise anonymement, donc tous les emails, etc. Et on étudiait tout ça et on arrivait à dire le département marketing de New York est très satisfait de leur nouveau logiciel de SI, il y a des problèmes de communication ici, etc. C'est Donc, l'utilisation en fait du big data, c'est ça? Oui, et si tu veux, oui. Donc c'est d'ailleurs on va en revenir. Une des problématiques qu'on a eues, c'est que justement, pour pouvoir développer ça, il nous fallait une grosse quantité de données historiques pour pouvoir entraîner, si tu veux, notre technologie à reconnaître les contextes justement dans lesquels
les personnes allaient parler, etc., ce que ça allait délivrer comme information, etc. Et donc, on a rejoint un groupe d'accélération aussi de IBM Watson. Voilà, donc IBM Watson, c'est le département d'intelligence artificielle rattaché à IBM, bien évidemment. Et eux, ils avaient mis au point à ce moment-là différentes API qui nous permettaient justement d'obtenir cette technologie. Donc c'est ce qu'on a incorporé après dans notre solution. Donc voilà, donc ça c'est, je voulais dire un petit peu la start-up que j'avais montée, qui avait été à un autre niveau, qui nous avait départagé un petit peu de l'amateurisme avant dans lequel on naviguait et de nos pertes qu'on avait eues. Donc on a monté ça, je me suis marié après et je suis revenu en France. Et à ce moment-là, comme tout le monde, j'ai dû continuer, si tu veux, à survivre. Donc j'ai refait du développement informatique. Je me suis lancé au début à mon compte, puis après, j'ai commencé à exceller sur le côté commercial et pas avoir assez de capacité de réponse sur la production. Donc j'ai contacté d'autres développeurs et j'ai monté à l'époque une organisation qui s'appelait Techicats, de freelance, de développeurs freelance, qui collaboraient ensemble avec les mêmes processus et la même hiérarchie, si tu veux, qu'en agence, mais sans tout la même administration, donc les coûts de charge, etc. Indépendance totale. Voilà. Donc c'est ça qui m'avait donné l'idée aussi de faire une plateforme pour pouvoir gérer justement tout ce côté de production et donner une interface au client qui pouvait suivre, si tu veux, l'avancée de son projet en temps réel. Il n'avait pas besoin d'appeler chaque jour à demander comment ça avance, etc. Il avait les notifications sur son espace, il voyait les développeurs travailler, etc. Donc voilà, plus on a progressé là-dedans, je me suis remis avec mon associé qui lui avait monté une agence de développement traditionnelle. Lui était plus basé sur un marché des moyennes entreprises à grosses entreprises. Il a eu des clients comme Levi's, etc. à l'époque. Moi, j'étais très basé start-up et on a décidé de collaborer ensemble. Donc, on a mergé, on a formé Moonshuttle. Moonshuttle était le nom que moi, j'avais déjà monté avant, mais si tu veux, on a utilisé cette même image pour reformer cette entité. Donc voilà, et après, on a restructuré. Donc, Moonshuttle, aujourd'hui, on a à peu près 22 employés. On a la présence en France. On avait monté, donc après, quand on a commencé à travailler vers Abistar, je vais y revenir dans une minute, on avait monté un pôle donc en Bulgarie aussi, avec d'autres développeurs en Bulgarie. Évidemment, on prenait avantage des différences de coûts des développeurs en France et en Bulgarie. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour l'historique de Moonshuttle. Voilà. La rencontre avec Arbistar. Je ne sais pas si c'est une de tes prochaines questions. C'est justement une des questions qu'on voulait poser. Voilà, la rencontre avec Arbistar. Donc, à l'époque où je commençais donc Moonshuttle, j'étais déjà un petit peu entamé. Ça faisait peut-être 8 ou 9 mois où on était lancé dedans. J'ai rencontré un client qui m'a contacté, qui est donc Diego Felipe Fernandez, aujourd'hui associé et chef des opérations chez Arbistar. Diego m'avait contacté à l'époque, il voulait développer une plateforme de poker en ligne. Donc on a commencé à collaborer dessus, et Diego est quelqu'un qui a énormément d'idées, qui est très intéressé par beaucoup de domaines, etc. Donc on a commencé à beaucoup entretenir ensemble et à discuter, et on a lié des liens d'amitié. Voilà. Donc Diego et moi, on se contactait beaucoup sur le développement de ce projet, mais pas que. Et à un moment, Diego m'a contacté et m'a parlé d'une de ses idées, donc qu'il avait rencontré une entreprise allemande, qui faisait des signaux d'arbitrage. Donc l'arbitrage dans le secteur de la crypto-monnaie. Donc c'est une solution qui se branche sur différentes places de marché, différents exchanges, comme on les appelle, et va analyser les cours, donc les prix de vente et d'achat d'une même commodité, donc d'une même monnaie, sur les différents marchés. Donc en fonction de la localisation géographique, en fonction de certaines régulations, en fonction du nombre d'utilisateurs, les prix vont avoir une certaine volatilité différente, vont changer à une rapidité différente. Cette différence de prix va créer des opportunités si on fait un achat et une vente simultanés. Donc si le prix de vente est moins élevé que le prix d'achat sur un autre exchange, évidemment, l'achat et la vente simultanée va résulter en une marge de profit. Voilà. Donc lui, il voulait faire des signaux là-dessus.
moi, très basé sur le développement d'applications, j'ai proposé donc d'en faire une application, un robot si on peut dire, mais une application qui va prendre avantage de ces signaux automatiquement. Donc plus que des signaux, pour pouvoir avoir un avantage compétitif avec donc, les Allemands qui eux donnaient des signaux, on s'est dit développons une solution automatique qui puisse acheter, vendre simultanément et donc prendre avantage de ces opportunités et faire du profit. Et donc c'est la décision qu'on a prise. On a commencé à se lancer dedans, au début d'une façon un petit peu plus amatrice que d'autres. Donc on a navigué, on a rencontré pas mal de problématiques, pas mal de challenges, on a beaucoup appris donc, de ce marché-là. Hein. Je vais vous avouer que moi à l'époque, sur le côté technique, je commençais à maîtriser la blockchain, mais j'étais pas du tout axé sur tout l'aspect trading, etc. Donc on a beaucoup appris. Lui connaissait un peu mieux que moi, mais néanmoins, n'étions pas des experts per se. Vous êtes complétés, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et on a beaucoup appris, voilà. Donc on a développé cette solution, on a commencé à la distribuer, et voilà comment a commencé Arbistar. À l'époque, c'était juste Arbistar, hein, c'était pas 1.0 ou quoi. Hein. Donc voilà comment a commencé Arbistar. Donc Arbistar, le nom, arbitrage, Arbi et Star, bon, on va faire briller l'arbitrage. D'accord. Voilà. Alors, c'est justement, moi, ça m'a intrigué parce que on parle d'Arbistar 2.0. Et j'ai vu que justement la marque a été déposée. Alors, c'était quoi cette Arbistar? Pourquoi c'est devenu ce 2.0? Alors, ouais, c'est amusant. Alors, ça, c'est une idée de Santi, donc notre CEO aujourd'hui. C'est une idée pour vraiment marquer le remodèlement, la restructuration interne et du produit aussi de Arbistar. Donc quand on a commencé au début, nous étions 4 à l'époque, Diego Felipe et 2 autres Espagnols, je ne vais pas les citer, mais c'est visible en ligne, etc. Je pense qu'il y a certaines informations qui les livrent. Donc au début, on travaillait à 4. Pas de raison particulière, mais quelques conflits au sein de l'équipe, on ne s'entendait pas forcément sur certains points, etc., etc. Donc Santi, qui à l'époque faisait de la distribution du robot, travaillait excellemment bien, nous donnait beaucoup d'idées, etc. Et on a vu avec Diego, on a vu que Santi était vraiment investi dans le projet, avait un fort potentiel. Donc on a voulu restructurer, nous, l'entreprise d'une façon plus professionnelle. Avant, on était un petit peu façon start-up, donc des jeunes qui développaient une solution d'innovation, voilà, hein, si on peut se permettre. Toi. Voilà, oui. Les 2 autres étaient censés aussi s'occuper de la distribution du marketing. Santi, rien à voir dans... Santi n'était pas du tout dans l'entreprise au début, dans la start-up. Voilà, on était une start-up, on développait une solution, on essayait, on remodelait, etc. La solution marchait, ça plaisait beaucoup à Santi, il a vu un grand intérêt dedans. Et donc, nous, on s'est dit, on a proposé aux 2 autres partenaires qui, eux, n'étaient pas forcément satisfaits ou pas forcément investis dans le projet, voilà. On a proposé de leur racheter leur part et donc de donner ses parts à Santi pour que Santi revienne, prenne la direction de l'entreprise et transforme une start-up en une vraie entreprise. Voilà, donc passer à un autre niveau. Donc c'est ce qui s'est passé et il a voulu donc faire le rebranding de la marque pour marquer que voilà, c'est nouveau, c'est Arbistar 2.0, plus performant, plus professionnel, plus ci, plus ça. Voilà, après ça c'est l'aspect marketing. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. Santi, qui est le CEO actuel, au départ c'était juste un client qui a adoré votre produit. Tout à fait, exactement. Il vous a contacté et au fur et à mesure des discussions, de l'évolution. Alors, il a été plus malin que ça. Il ne nous a pas vraiment contacté, mais il nous a apporté beaucoup d'idées, il nous a apporté beaucoup de solutions, etc. Donc c'est nous qui lui avons fait la proposition, si tu veux. On a vraiment senti qu'il était extrêmement motivé, impliqué dans le projet et qu'il pouvait vraiment nous je trouve ça génial que faire ça. Un client, au fur et à mesure, en fait, vienne à s'investir dans le projet, à s'approprier le projet, et c'est vous qui, au final, le décarcassez. Lui, si tu veux, lui a vraiment énormément d'expérience sur la distribution.
Tu vois, c'est quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans la distribution, qui sait apparemment reconnaître un produit, apparemment qui peut se vendre facilement, etc. Nous, on n'avait pas du tout cette force de frappe, tu vois, on n'avait pas du tout le potentiel de distribuer le produit autant que ça. On mettait en place une stratégie marketing un petit peu traditionnelle, etc. Et on n'aurait pas imaginé, si tu veux, pouvoir ouvrir autant de canaux de distribution. Donc c'est lui qui nous a apporté tout ce potentiel-là. En plus de nous apporter d'autres solutions et de savoir un petit peu nous guider dans les opérations au jour le jour et sur la vision long terme. Nous, on est vraiment focalisé produit, si tu veux, avec Diego. Donc bien sûr, on discute sur d'autres aspects, d'autres départements, mais on est vraiment focalisé produit. Moi, j'aime bien, tu sais, rester dans mon cadre, je m'occupe pas trop de ce qu'il y a à côté et ils viennent pas me faire chier chez moi non plus, tu vois. Je suis avec mes mecs, on fait les codes, tu sais, on a assez de boulot, tu vois. Le côté geek, justement. Voilà, tu sais, on aime bien, on se fait confiance les uns les autres. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. C'est la problématique qu'on avait eue avec l'équipe principale, au début. Mais maintenant, j'ai une confiance à 100% dans les partenaires, dans leurs décisions, etc. Donc, j'ai pas besoin d'être au courant de tout et vice-versa, tu vois. Donc voilà. J'ai une question. Quels sont les produits et services que propose aujourd'hui l'entreprise et toi ton rôle dans ces projets? D'accord. Alors aujourd'hui, principalement, on utilise le premier robot, donc que vous caractérisez d'Arbistar 1.0, pour le Community Bot. Donc le Community Bot, c'est une solution qui permet, si tu veux, une des problématiques qu'on avait eues dans le lancement du premier robot, c'est que c'était difficile. C'était difficile de synchroniser les exchanges, c'était difficile de gérer un petit peu l'aspect technique du robot. Donc on a eu beaucoup de clients qui disaient qu'ils n'arrivaient pas après à revendre la solution parce que beaucoup de gens n'étaient pas capables, si tu veux, de s'occuper, de faire l'installation. À la base, c'était un robot qui s'installait, tu sais, sur un serveur VPS indépendant, etc. Il fallait l'installer, il fallait synchroniser les exchanges, il fallait faire tout ça. Et on a eu beaucoup de retours clients qui nous disaient que c'était très difficile, donc on pouvait garder cette option pour les traders un peu plus expérimentés, mais qu'il fallait faire une solution, si tu veux, un peu plus communautaire, où les gens pouvaient investir dans un robot et sans s'embêter, quoi, si je peux me permettre. Donc voilà, donc on a gardé la même technologie pour le community. On a beaucoup de limitations aujourd'hui, je vais être très franc avec vous, avec le community. On arrive à un seuil où on va être obligé d'arrêter d'accepter de nouvelles entrées, parce que là, on a atteint un volume où déjà les rendements commencent à diminuer un petit peu. Donc on va retravailler ce community aujourd'hui avec la technologie du personal bot. Ça, c'est l'objectif dans le mois et demi à venir, tu vois. Utiliser la nouvelle technologie développée par le personal bot qui est plus performante que l'ancienne et donc permettre une meilleure gestion avec plus de volume, etc. Parce que là, on commence déjà à avoir certaines limitations techniques à ce niveau-là. Et après, on a le personal bot. Donc le remodèlement du premier produit qu'on vendait donc, à l'époque où on avait commencé en start-up. Ça, on l'a totalement remodelé. On a pris une approche différente au début. Je ne sais pas si c'était une bonne décision ou pas, de partir sur de l'arbitrage parallèle plutôt que de l'automatique. Donc la différence entre le parallèle et l'automatique. Le parallèle, ça va demander un petit peu plus de travail du trader, si tu veux. Le trader va devoir mettre, donc avec des signaux, il va voir qu'il y a des opportunités sur cette monnaie-là, par exemple, entre ces exchanges-ci. Il va donc devoir mettre les sous dans la bonne monnaie, acheter de la bonne monnaie dans les deux exchanges et faire l'achat et la vente parallèlement. Ça veut dire que pas d'envoi entre les exchanges. Donc c'est plus rentable parce qu'il n'y a pas les fees d'envoi, etc. Mais c'est plus d'efforts. Tu vois ce que je veux dire? L'arbitrage automatique, c'est quand la solution va acheter, envoyer et vendre. Donc là, il y a des fees. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fees à chaque fois qu'il y a des envois, etc. Donc ça, c'est la différence. C'est plus facile parce que là, les gens, ils ont besoin de rien faire, mais c'est un petit peu moins rentable. Mais bon, voilà. On avait décidé de commencer par l'arbitrage parallèle parce qu'on trouvait ça génial, nous, c'était plus rentable, on pouvait optimiser les rendements, etc. Mais encore une fois, on se rend compte que beaucoup d'utilisateurs préfèrent la simplicité et nous disent que c'est mieux l'automatique, on n'a rien à faire, quitte à payer des fees, etc. Donc là, on rajoute l'extension automatique. D'ailleurs, je crois qu'on commence les tests aujourd'hui ou demain.
Donc après, quand je retournerai au bureau, il va falloir que je vois ça. Il y a du boulot qui t'attend. Voilà, exactement, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui les produits c'est ça. Maintenant, on a obtenu, je ne sais pas à quel degré je peux me permettre de m'avancer sur ce domaine-là, mais on va ouvrir d'autres listes de produits et services. On est notamment sur de la recherche pour un hardware, comme un ledger, exactement, comme tu l'as mentionné, donc pour storer des digital assets, des crypto-monnaies, etc. À Arbistar. Donc ça. Donc moi, et d'autres, on va peut-être pas en dire trop, on va laisser la surprise pour les gens. Exactement. Enfin, mais voilà, ça c'est quelque chose dans lequel Arbistar, il ne s'arrête pas à un robot d'arbitrage. Voilà, tout à fait. On a aussi les cartes, donc des cartes de paiement, des debit cards, des cartes débit. Arbistar qui seront disponibles dès le 1er juillet. Voilà, donc je pense que vous avez déjà vu un petit peu de promotion à ce sujet-là. Mais donc il y a les cartes qui arrivent avec toute leur interface de gestion. Tout ça sera intégré au sein de la plateforme également. Ça avec d'autres idées encore. Voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver derrière. Pas. Voilà, je laisse. Ça viendra un peu plus tard. Je laisse toute l'équipe administrative. Parler de cela en tant convenu. Ouais. Alors, je reviens quand même sur quelque chose que tu as dit, c'est que là, par rapport au community bot, vous arrivez à une saturation, si je comprends bien. Alors, saturation, pas exactement, on n'est pas vraiment en saturation, mais il y a des limitations. Il y a des limitations de volume, de gestion de volume, et là, on commence à sentir, si tu veux, jusqu'à à peu près il y a 2-3 semaines, on n'avait pas vraiment de changement de rendement. Si tu veux. Donc là, on voit que le ROI commence à diminuer un petit peu, on n'a pas, c'est très difficile de naviguer là-dedans, on n'a pas, tu sais, des données qui nous disent vraiment les estimations de capacité qu'on peut engendrer, etc., tu vois, parce qu'il n'y a pas une certaine constance dans le nombre d'opportunités, le volume des opportunités, etc., du marché. Ça change énormément, et on voit qu'avec le temps, comment dire ça... il y en a un petit peu de moins en moins, il y a de plus en plus de régulation, il y a beaucoup de monnaies maintenant qui forcent les smart contracts, donc qui limitent les transactions sur certains exchanges. Il y a la problématique que je t'ai exposée tout à l'heure avec certains signaux qui ne sont pas saisissables en réel mais qui le sont en démo, donc ces signaux qui sont créés par un exchange qui va bloquer la transaction d'une certaine monnaie à un certain moment, donc le prix ne va pas changer, mais le prix va évoluer sur d'autres exchanges. Et là, on va voir que ça va créer des signaux avec un pourcentage très très élevé pour l'opportunité, mais en réalité, ceci n'est pas saisissable. Donc c'est difficile de vraiment établir, tu sais, une estimation où on peut savoir, on va faire rentrer tant de volume et on pourra le gérer. Tu vois, donc on préfère, tu sais, faire petit à petit, bloquer à un moment, évaluer, rouvrir si besoin ou pas, tu vois, voir un petit peu ces aspects-là. Donc encore une fois, je ne m'avance pas sur le sujet, je laisserai l'équipe commerciale, marketing ou je ne sais pas qui, administrative, donner des informations là-dessus. Moi, je te présente les problématiques techniques qu'on rencontre, les solutions qu'on cherche, etc. Voilà. De toute façon, vous travaillez dessus, comme tu m'as dit tout à l'heure. C'est notre activité, oui. Tout à fait. Ouais. D'accord. Adaptation, tout le temps en train de vous adapter. Toujours. C'est beaucoup de recherche, ouais. Super. Combien de temps il vous a fallu pour créer ce soft? Alors, combien de personnes le premier, on l'a fait en à peu près 2 mois et demi. La première version, donc extrêmement limitée. Il y avait 4 personnes qui étaient dessus, en plus des intervenants comme nous, si tu veux, qui mettons un peu de logique, un peu de travail par-ci par-là, mais 4 personnes qui étaient au développement. J'étais pas moi sur le développement personnellement à ce moment-là. Je le supervisais, je le dirigeais, mais c'est pas moi qui développais. Donc la première solution qui était basique, donc comme je te disais, le bot fonctionnait bien, hein, nos premiers clients peuvent en attester, mais ça prenait ordre par ordre, donc c'était des petites transactions, tu vois, ça veut dire que s'il y a une personne qui va mettre tant de volume, ça ne va pas jongler avec la personne suivante qui a un ordre derrière, donc ça ne peut pas avoir énormément de volume si tu veux dans les opportunités, donc ça faisait beaucoup de transactions mais des petites. Et la deuxième problématique qu'on avait avec le robot, le premier robot, bah, c'est ce que je t'ai expliqué aussi. On avait des petites failles de sécurité. On a été hacké, hein, je vais être franc avec vous. On a immédiatement, bien sûr, résolu la problématique. On a avancé, etc. Et ça nous a appris beaucoup après pour comment remodeler notre solution suivante. Mais donc voilà, au début, 2 mois et demi pour sortir une première version, comme un MVP si tu veux,
c'était une version évolutive, hein, donc on progressait encore après sur l'année durant laquelle on a travaillé dessus. C'était une année de développement, tu vois, c'était en constante évolution. D'ailleurs, si on s'est si on a fidélisé justement beaucoup de nos clients, c'est parce qu'on était proche d'eux au sens où ils nous disaient quoi faire. Tu vois, ils nous disaient dans le robot je voudrais bien ça, dans le robot je voudrais ci. Donc on remodelait vraiment le premier robot avec eux. Et c'est là où en plus on en a déduit que tu vois, il fallait qu'on restructure un peu le tout, le faire plus performant. À la base, il y avait des limitations sur le nombre d'opportunités qui étaient saisissables sur les différents robots. Les gens voulaient vraiment un robot illimité qui puisse saisir autant que possible. Donc voilà, on a pris tous ces paramètres en compte. Et au moment où on a fait la transition Arbistar à Arbistar 2.0, ça a été très décisif sur comment reconstruire la solution. Tu vois. Tu as parlé de hacking. Ça, c'est très important, la sécurité. On l'a vu il n'y a pas un bon temps encore avec Binance, qui s'est fait hacker. Je vais vous dire quelque chose, hein, les gars. Rien n'est impénétrable. Rien n'est impénétrable. Ça, c'est ce que quelqu'un encore m'a dit il n'y a pas longtemps quand je parlais de Bitcoin. Il me dit « Ah, mais c'est pas le truc qui est dangereux ou qui n'est pas sécurisé. » Je lui dis « Quand tu fais une transaction en ligne avec ta carte bancaire ou quoi que ce soit, les cartes qui sont... » C'est parmi les choses les plus sécurisées. Hein. Honnêtement, je vais te le dire. C'est juste que, comme c'est de l'argent, c'est très ciblé. Voilà. Rien n'est impénétrable, hein. L'Élysée n'est pas impénétrable, la NASA, la CIA, rien n'est impénétrable, d'accord ? Mais il y a des différents degrés de difficulté, voilà. Je vais vous dire, 98% des hacks se font via du social engineering, ça veut dire que ça se fait via l'utilisateur. C'est du phishing, c'est des techniques où on va rentrer dans le système via un compte utilisateur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le plus facile. C'est très difficile de pénétrer un système. Nous, c'est vraiment très difficile de pénétrer nos systèmes de serveurs, etc. On a du load balancing, on a Cloudflare, mais j'ai même des données, si vous voulez, on se fait hacker tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a des tentatives de hack, bien sûr. On a énormément de DDoS, on en a eu là de l'Indonésie, etc. et de l'Ukraine il n'y a pas longtemps, mais si tu veux, on a eu peut-être 2 500 000 connexions simultanées, tu vois. De quoi faire craquer. Voilà. Mais donc on a... non, vraiment, on a des solutions en place. Là, le système n'a jamais été pénétré et dans tous les cas, on n'a aucune donnée, si tu veux, confidentielle qui mettrait en danger vraiment les sous des gens. Parce que les sous sont transférés à des wallets, ces wallets ne sont pas hébergés sur les serveurs, etc. Il n'y a rien dedans. Donc quand on a eu des gens qui ont été sujets à des attaques via du phishing, tu sais, ils reçoivent un email avec un domaine un peu... Comme ça se fait beaucoup. Ouais. Voilà, et on leur dit votre mot de passe a expiré dans Arbistar, il faut que vous resetiez votre mot de passe ici. Et on leur donne 2 petits cadrans, et hop, et derrière, ils récoltent les informations, tu vois. Après, ils se connectent. Donc eux, en général, ce qu'ils font, les coups qu'on a rencontrés, c'est les gens vont changer les wallets, tu vois. Donc ça veut dire que toi, tu crées ton profil, et tu mets un wallet, et le hacker, quand il pénètre, après, il va changer le wallet. Aujourd'hui, c'est plus possible, ça, tu vois. Aujourd'hui, tu l'as déjà dès l'inscription, on a vu ça. Voilà, il y a le 2FA dans tous les cas. Donc ça, c'est vachement bien comme sécurité. Il faudra aussi hacker le 2FA. Encore une fois, c'est faisable, tu vois, mais bon... Tout est faisable, mais là, il faut pousser. Il faut pousser encore. On a en plus une validation par email qui est envoyée, etc. Donc voilà, on met en place vraiment les standards et plus. Tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là. Donc encore une fois, hein, rien n'est impénétrable, mais disons qu'on prend vraiment les mesures qu'il faut, et la sécurité, c'est une priorité. Voilà, hein, c'est l'image, la crédibilité, bien sûr, de nos systèmes, de nous en tant que techniciens aussi. Donc on ne le prend pas à la légère. Jusqu'à aujourd'hui, on a démontré cette crédibilité, et ça continuera encore. On y met les investissements humains et financiers qu'il faut, si tu veux, voilà. D'accord, ok, génial. Avant de lancer le robot, il a été testé combien de temps ? Alors, pas assez. Je vais être franc avec vous, donc comme je t'ai raconté tout à l'heure, comme on avait lancé le premier robot, on avait tous les clients du premier robot qui étaient en attente, tu vois. Donc ces clients avaient acheté le robot, étaient satisfaits à ce moment-là, mais encore une fois, quand on a fait toute la restructuration de l'entreprise, du robot, etc., on avait ces clients en attente. Donc dès qu'on a eu le MVP,
Tu vois, alors que normalement, il faut des vraies phases alpha testing, bêta testing. Tu vois, le debugging, ça prend du temps parce que tu as du debugging technique. Et mais tu parles chinois, là, pour la plupart des gens, tu es au courant. Non, ça va. Bon, bah, Déjà tout à l'heure, même par exemple les petits termes de trading, de feed, de machin, je pense qu'il y a des gens qui seront un peu largués, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. On sait que tu maîtrises le truc. Mais donc, si tu veux, parce que tu vas avoir du debugging technique, donc il y a des bugs, des problèmes, on résout, mais tu as aussi le comportement de l'application dans le marché, tu vois. Et ça, tu peux pas le savoir une fois que c'est lancé, une fois que ça évolue, il va y avoir des scénarios qui sont difficiles de prédire, tu vois, avant. Je prends un exemple tout con, hein, mais regarde ce qui se passe avec le Brexit. Le Brexit, pour tous les traders qui sont dans le Forex, des trucs comme ça, c'est un scénario qui a été jamais vu dans l'histoire, tu vois. Donc c'est la même chose en technique. Quand tu lances un nouveau produit comme ça, tu ne sais pas comment il va se comporter en fonction de certaines réactions des différents parties tiers que tu utilises, donc les exchanges, etc., tu vois. Donc voilà, donc si tu veux, il y a du debugging technique et du debugging du comportement de l'application dans le marché, tu vois. Donc normalement, selon les normes, il n'a pas été testé assez, mais on continue à le faire, c'est pour ça qu'on est toujours dedans. Hein. Mais dès qu'on a eu le MVP, que la solution commençait à marcher, tu sais, on voulait adoucir un petit peu le sentiment des clients, tu vois. On parle du personnel, là. Oui, tout à fait, oui. Comme les clients avaient acheté une première version du bot il y a quelques mois, ils étaient en attente, on voulait leur montrer que bon, bah, c'est là, ça arrive, ça fonctionne, donc on leur montre, il y en a quelques-uns qui ont réussi à le faire, ça faisait des trucs, après ils ont eu des bugs, etc. On révise, tu vois, on a avancé un peu comme ça. Donc de façon traditionnelle, Apple ferait pas la même chose, tu vois. Apple prendrait le temps de vraiment tester, bien que Apple ait des bugs aussi parfois, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils prendraient bien le temps de bien tester leurs trucs. Apple ou Windows, Windows, à chaque fois, ils t'envoient des patchware, des trucs comme ça. Ils lancent un produit, voilà. Il y a toujours des bugs au début. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, tu prends une bonne session de test avant, tu es tranquille, et une fois que vraiment c'est stable, tu as étudié le comportement et tout, tu l'envoies. On l'a envoyé un peu tôt, nous, parce qu'on voulait montrer aux clients que voilà, c'était là, tu sais, pour essayer qu'ils ne soient pas trop impatients. Donc voilà. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. Même les startups, quand elles lancent des produits, il faut d'abord lancer des produits, avoir des retours. C'est extrêmement important. Tout à fait, bien sûr. Ouais, tout à fait, je suis d'accord là-dessus. Ouais. Bon, de toute façon, tu as déjà répondu à la question suivante qui était concernant les mises à jour. Enfin bon, voilà, vous êtes tout le temps dedans. Ouais, ça c'est en continu. Ouais. C'est en continu. Encore une fois, l'API, la dernière fois on était sur Bitso. L'API de Bitso a été mise à jour. Donc ça veut dire qu'ils changent la façon de communiquer avec leur système, tu vois, donc de récupérer certaines données, etc. Donc il faut qu'on mette à jour, bien sûr, aussi les requêtes dans notre système à ce moment-là. Donc il y a toujours du boulot. Voilà. Super. Alors là, Victor, on a parlé beaucoup de techniques, du robot, des trucs comme ça. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Mais justement, par rapport à l'entreprise en elle-même, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement sa stratégie, mais aussi pourquoi la domiciliation, au départ elle était en Bulgarie je crois, puis elle est venue en Espagne, ce genre de choses? Donc alors, je vais commencer par la domiciliation. Donc au début, quand on a commencé, donc j'étais avec Diego, les deux autres, mais on n'en parle plus. Diego est à moitié bulgare, à moitié espagnol. Et on se rencontrait à l'époque toujours en Bulgarie, donc Diego a monté la première société à Sofia en Bulgarie. Voilà. Donc au début, il a monté aussi le support là-bas. Encore une fois, on avait le choix à l'époque entre la France et la Bulgarie étant moins chère, donc c'était plus abordable et pour nous plus intéressant financièrement. Donc il a monté là-bas l'entreprise, etc. Au moment où on a fait la transition vers Arbistar 2.0, Santi a dit que pour l'image, etc., puis même pour lui, il préférait travailler avec ses équipes, remonter toutes ses équipes, remonter le support, etc., tout sous sa gestion. Il a voulu donc faire toute la transition vers l'Espagne. Donc aujourd'hui, tout est à Tenerife. Donc Santi étant originaire de Tenerife, enfin il vit à Tenerife dans tous les cas, il a monté les bureaux là-bas, les équipes de support et tout le monde. D'ailleurs, on a l'inauguration des bureaux le 28, 29 et 30 juin, donc très bientôt. Je pense qu'il y aura pas mal de publications qui seront faites là-dessus, comme ils font habituellement. Donc voilà pour la transition de la société bulgare à une société de la zone ZEC, je crois, comme il l'expliquait. Je ne suis pas très à l'aise sur
toutes les implications légales, administratives que cela représente, mais voilà, c'est les informations dont je suis au courant. Donc maintenant, tout est en Espagne, les bureaux sont à Tenerife, l'adresse est divulguée, je ne sais pas, un peu partout. Donc voilà. L'autre segment de la question, la vision de l'entreprise. Donc vraiment, on veut s'axer sur le secteur des crypto-monnaies. Voilà. Donc c'est vraiment dans le monde des crypto-monnaies. On veut développer et distribuer des produits dans ce secteur-là. Donc là, on construit vraiment une base client qu'on veut fidéliser au maximum et pouvoir donc distribuer des produits qui dérivent dans le secteur de la crypto-monnaie. Oui, pardon. Une question, Tenerife, Ouais. comme on va dire Malte. Est-ce que Tenerife est aussi crypto-friendly que Malte ou comment il se place Tenerife? Je ne suis pas au courant du tout, je sais juste que Tenerife est sous la législation de Bruxelles, donc de l'Union européenne. Hein. Donc c'est pas du tout comme Malte ou des localisations offshore, où c'est un petit peu... Malte qui reste l'Europe quand même. D'accord. Ouais, mais Malte, c'est borderline. Ils ont un statut un peu particulier quand même. Malte, Tenerife, c'est pas du tout dans cet esprit-là. Hein. Après, je pourrais pas te dire exactement, vraiment au niveau légal, quel est le sentiment de Tenerife vis-à-vis de la crypto-monnaie et la lumière fut. Vis-à-vis de la crypto-monnaie, etc. Je ne suis pas au courant, mais j'imagine que Santi a fait sa due diligence là-dessus, ses recherches. Il avait fait un reportage justement. Probablement. Là. Avec tous les agréments, que tout était, voilà. tout était OK. D'accord. Donc voilà ce niveau-là. Donc pour la vision de l'entreprise, vraiment, donc c'est ouvrir un portfolio de produits qui sont adjacents ou non au personal bot et à ce type de produits de trading dans la sphère de la crypto-monnaie, mais aussi donc des produits, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des ledgers, des cartes de paiement, etc. Donc toujours sous le pôle crypto-monnaie dans cet esprit-là. D'accord. Alors, la question que je me posais, c'est parce que là, on sait qu'il y a des sociétés qui lancent leurs cartes justement de monnaie, comme ça, de crypto. Ouais. On connaît surtout Wirex. Ouais. Là, il y a Coinbase qui va s'y mettre. Ouais. Et du coup, on peut se demander quel est l'avantage d'utiliser la carte Alors, je pense que vraiment, à ces niveaux-là, les avantages, c'est vraiment au niveau des fees. Hein, donc, les fees, les commissions, hein, bien sûr, que l'acteur prend. Donc, au niveau des fees, après, au niveau de la gestion, donc au niveau des limites, au niveau d'une gestion plus ou moins personnelle, celle de Wirex, je vais être franc avec vous, est très bien faite. Hein. La gestion de la carte Wirex est très très bien. Coinbase, je ne peux pas encore savoir. J'en avais essayé 2-3 autres qui étaient bien moins flexibles que Wirex. Wirex, après, eux, ils sont chiants sur sur ces histoires de, de quantité de management, surveillance, etc. Ils sont très très méticuleux là-dessus. Bien sûr qu'on a des obligations légales, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec le KYC. On ne peut pas faire des cartes qui sont anonymes, c'est illégal de faire ça. Donc on ne pourra pas se permettre de faire des choses comme ça. Bien sûr qu'il y a aussi des obligations d'un certain contrôle des flux financiers avec des limites. On ne peut pas se permettre de permettre aux gens de dépenser des milliers et des milliers sans justifier à un certain moment d'où proviennent les fonds, etc. Donc on a des obligations légales, comme n'importe quelle entreprise dans le marché. Mais après, comment on se positionne? On va se positionner à, bien sûr que nos clients fidélisés à Arbistar, qui prendront avantage de nos différents produits, auront des solutions qui seront moins onéreuses que des alternatives externes. Donc c'est certain qu'ils bénéficieront de commissions réduites et ce type de choses-là. Et est-ce que tu sais s'il y aura aussi donc un plan de commissionnement, un plan de network, non? Alors j'imagine, mais je suis... Tu n'es pas au courant, voilà. Ouais, non, je ne pourrais pas me permettre de donner une réponse à 100%, mais j'imagine que c'est toujours, ça reste dans le même esprit dans le programme d'affiliation. Donc ils trouveront une astuce pour faire en sorte ça, c'est plus Santi. Voilà. Totalement. C'est à 100% Santi, c'est le département marketing. Mais j'imagine que oui, parce que un des aspects intéressants justement de Wirex, donc à première vue, c'est justement ces gains de Satoshi en fonction de l'utilisation de la carte. Donc plus on va utiliser la carte, plus on va gagner des Satoshi. Donc j'imagine qu'il y aura un système de redistribution justement des Satoshi gagnés via
via le réseau d'affiliation. Il y aura peut-être un petit truc, Je ne suis pas au courant à 100%, mais j'imagine, ça me paraît logique, tu vois, qu'il y a un système comme ça. Ils le font, pourquoi pas. Ouais. Merci Victor de Merci à vous, nous avoir accueillis à la station F. Avec plaisir, c'est un endroit génial. Alors, donc encore une fois, on ne peut pas se permettre légalement de donner une attribution de présence avec Arbistar, mais nous sommes ici aujourd'hui, invités, c'est génial, un environnement. Oui, parce que du coup, Arbistar, on sait que les bureaux sont maintenant en Espagne, à Téméris. L'équipe technique, alors là tu ne nous l'avais pas dit devant la caméra, mais tu nous l'avais dit alors avant. voilà, donc nous, Moon Shuttle, là où sont nos développeurs, donc c'est départagé en 2 bureaux. Le bureau principal à Paris, donc, est au 11 rue de Dourmel, donc c'est là où on peut y passer comme vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est là où est mon associé Pierre de Cogniou, qui est aussi le superviseur de la sécurité de Arbistar. Et après, on a une filiale en Bulgarie, toujours avec des développeurs qui sont là-bas. Donc les développeurs bulgares sont vraiment des exécutants, tous les architectes de systèmes, etc., les superviseurs les cerveaux sont ici. à Paris. Ce sont des cerveaux aussi, on ne va pas se permettre de les négliger ainsi, mais c'est des métiers un peu différents. Voilà, tout à fait. Ok, vous gardez une présence quand même dans la station F. Tu penses la garder longtemps ou Alors pas du tout. Nous vraiment, je vais être franc avec vous, station F, c'est quand Moon Shuttle a des clients ou des choses comme ça, ou recevoir des gens. C'est un espace qui est vraiment vraiment sympa, qui nous a offert beaucoup nous dans le passé. On est heureux de le présenter à de nouvelles personnes, de prendre avantage de leurs locaux, etc. Donc voilà, mais après, on ne peut pas se permettre d'avoir nos équipes en interne ici, de un, parce qu'il n'y a pas la place, ils ne donnent pas la place. C'était vraiment au début quand vous étiez au début, start-up. Exactement. Voilà. Donc dans l'esprit start-up. Et aujourd'hui, on est vraiment une agence, on a trouvé donc notre modèle de rentabilité, on sait ce qu'on fait. On développe même vraiment Moon Shuttle aujourd'hui, c'est le département de recherche et développement de Arbistar. Donc voilà, principalement. D'accord. Ok. Voilà. Écoute, merci Victor merci de nous avoir invités, d'avoir Avec répondu, d'avoir joué le jeu à ce question-réponse, à tout ça. C'est vraiment sympa et ça, je pense que nous, en tout cas, moi personnellement, j'en suis plutôt satisfait. En plus qu'il y a vraiment... comment ça s'est développé, vraiment comprendre le projet, comment ça s'est monté petit à petit, le travail que vous avez fait dessus, la sécurisation que vous avez, la vision que vous en avez. Ça a été une aventure intéressante qui nous a appris beaucoup et on continue. Et on va dériver, donc, comme je l'ai dit, dans d'autres atmosphères dans lesquelles je n'ai pas travaillé personnellement dans le passé, comme le hardware, etc. Et je suis très très excité à ce niveau-là, par exemple. Donc c'est super. Merci à vous. Génial. Merci Victor. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez retenu un maximum d'informations, que maintenant vous comprenez davantage le projet. Et justement, si celui-ci vous intéresse, je vous conseille justement de revenir vers la personne qui vous l'a présenté pour pouvoir justement venir avec nous dans cette belle aventure. Ah oui, important, j'oubliais, et c'est quelque chose sur lequel il faut toujours revenir. Je vais prendre ma petite note pour ça. Comme vous le savez toujours, n'investissez jamais plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Ceci n'est pas un jeu ou un quelconque conseil d'investissement ou placement financier. Donc, pensez à vous, à votre famille, avant d'investir.